quasiment 14 heures. Je me présente, donc Juliette Raoult-Duval, je suis présidente d'ICOM France. J'ouvre cette 6e réunion sur Zoom de notre cycle Solidarité qui a été lancé à la fin du mois de décembre, prenant pour nous en France la suite d'un cycle de réunions Zoom entre membres d'ICOM et réservé aux membres d'ICOM et qui avait accompagné, je crois, d'une manière constructive et positive les membres d'ICOM perturbés bien sûr par toutes les fermetures du musée et par les travaux qu'ils avaient à faire autour des projets de réouverture, ainsi qu'à vraiment joué son rôle de lien entre nous. On a, je le dis, mais Emma Narny le dira peut-être tout à l'heure, décidé de renouveler une expérience de cycle ouvert à tous les membres d'ICOM en se joignant, en se mettant à 4 pour répondre à l'appel d'offres que ICOM International avait adressé à tous ses membres pour qu'ils proposent des actions dans le cadre du SAREC, du comité qui soutient des projets de membres. Nous sommes mis à nous associer avec nos amis grecs, avec nos amis finlandais, avec nos amis d'Israël. Je ne sais pas si Nava est avec nous aujourd'hui, mais je la salue, elle va sûrement entrer dans la salle. Et puis avec le CIMSET, j'ai vu que Cherki était avec nous. On a fait une proposition à ICOM de prolonger cette série de cycles en l'ouvrant largement à l'international, en l'ouvrant notamment en traduisant dans les 3 langues officielles de l'ICOM, l'anglais, le français et l'espagnol. Donc j'en profite pour vous dire que vous avez des traducteurs qui sont là et qui vous écoutent si vous parlez dans l'une des 3 langues. Les deux autres langues sont traduites. Comme Anne-Claude vous le disait avant qu'on ouvre véritablement la session, n'oubliez pas de vous d'aller sur votre icône interprétation et de choisir votre langue à la fois d'écoute et de parole pour que les interprètes puissent vous suivre et puissent vous apporter la traduction que vous attendez. Nous enregistrons ces sessions, vous le savez, et donc si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, n'oubliez pas de couper votre caméra. Voilà pour les informations techniques. Cette session est un peu particulière parce que d'habitude, nous nous adressons aux membres d'ICOM et exclusivement aux membres d'ICOM, et cette fois, eu égard au très grand intérêt du sujet de l'importance en ce moment des réseaux professionnels dans notre manière à tous de supporter et même peut-être de grandir de cette crise sanitaire qui se prolonge depuis maintenant plus d'1 an et qui continue. On a bien vu à quel point l'existence de réseaux professionnels, également l'existence de réseaux sociaux, on en parlera avec Pierre-Yves Lechon peut-être tout à l'heure, a joué un rôle déterminant dans la communication que les musées ont pu entretenir entre eux pendant toute cette période. On a vu le poids et la force des organisations professionnelles et du coup nous avons ouvert la session d'aujourd'hui à des organisations professionnelles que peut-être Pénélope qui va être notre modératrice aujourd'hui présentera, mais que je représenterai si c'est nécessaire. Donc une session un peu différente puisqu'elle est ouverte à d'autres associations professionnelles et à d'autres réseaux professionnels et qui je crois n'en sera vraiment pas moins intéressante. On est tous dans la même période tellement difficile, la moitié d'entre nous dans nos pays ont leurs musées qui sont encore fermés, certains ont des promesses de réouverture, c'est notre cas en France, mais on sait bien que cette crise continue, on espère qu'elle va avec la vaccination partout devenir de plus en plus, nous permettre de plus en plus de reprendre nos activités, mais on est encore en pleine crise et on est encore en train de se préparer à la suite de cette crise et il faut vraiment que tout ce qui a été acquis et notamment la force de nos réseaux soit quelque chose qu'on sache installer durablement dans notre vie professionnelle. Je trouvais ça important de vous le dire en introduction. Je voulais aussi dans l'introduction signaler
et tirer un coup de chapeau à l'UNESCO pour le rapport extrêmement dense, extrêmement riche qu'ils viennent de publier sur la situation des musées face au Covid. Je vous invite, mais je pense que vous l'avez tous déjà ouvert, mais je vous invite à l'ouvrir à l'ouvrir et à le consulter. Évidemment, il fait partie de notre richesse d'être tous nourris aux mêmes informations, aux mêmes documentations. Merci à tous d'être là. On est déjà presque 90 participants. Je passe la parole à Pénélope, notre modératrice d'aujourd'hui, que je remercie infiniment. C'est notre collègue grecque, puisque nous sommes partenaires avec nos amis grecs. Et chère Pénélope, je regarderai le chat pour voir si je vois des interventions qui sont que je peux vous signaler au cours de la modération, mais maintenant, la session d'aujourd'hui est entre vos mains. Merci à vous d'avoir accepté de la modérer. Bonjour à tous, bonjour à Bruno Macquart qui vient de nous rejoindre, si je comprends bien. Donc, tous les intervenants sont là. Bonjour de Patras en Grèce. Je suis très honorée d'être la modératrice d'aujourd'hui de ce débat participatif en ligne. J'ai suivi tous les débats précédents du cycle Solidarité et je les ai trouvés très intéressants tous. Merci à l'ICOM France, Finlande, Israël et à l'ICOM hellénique pour l'organisation de ce cycle de débats participatifs en ligne, mais je remercie spécialement l'ICOM France et l'ICOM hellénique de me donner cette opportunité d'être la modératrice du débat aujourd'hui. Veuillez les francophones me pardonner pour mon français. J'ai préféré mener la discussion en français, j'ai hâte d'en parler. Le français me manque puisqu'on n'en a pas tellement l'occasion d'en parler et j'espère que je ne l'ai pas perdu. Le sujet de notre débat aujourd'hui est: les réseaux professionnels sont-ils des instruments de solidarité? Solidarité est un mot qui a pris du poids avec la pandémie. Le confinement, les fermetures des musées, le travail à distance, la précarisation d'un côté et le besoin de communication, de partage, d'espoir et de perspective de l'autre augmente la nécessité pour les musées et les professionnels de se mettre en réseau. Qu'est-ce un réseau professionnel pour les musées? Est-ce qu'il a le pouvoir de rendre les musées plus visibles et plus forts? Est-ce qu'il peut être moteur de changement et de solidarité? L'idée de réseau évoque un ensemble d'unités reliées entre elles, musées professionnels de musées dans notre cas. Un réseau est une entité de coordination qui joue un rôle de catalyseur et fournit des niveaux d'expertise uniques. Il est basé sur des objectifs partagés qui construisent une communauté à long terme. Les réseaux fournissent des informations et de l'expérience. On peut y trouver des partenaires de confiance pour travailler ensemble au niveau national ou international. Les réseaux ont le pouvoir de sensibiliser aux nouveaux défis. Ils travaillent ensemble avec la communauté muséale de manière proactive pour façonner les réponses et les défis. Les réseaux fournissent-ils un modèle de coopération durable? Comment le potentiel des réseaux professionnels se traduit-il depuis la pandémie? Est-ce que les réseaux existants, tels que l'ICOM, ont eu la force de donner de l'espoir aux professionnels? Est-ce que ces réseaux ont pu soutenir les échanges et le partage? Quels réseaux les musées dans le monde ont-ils conçus entre eux pour mieux s'associer? Quelles sont les actions qu'ils ont prises et quelles sont les activités qu'ils ont organisées en faveur de la solidarité entre musées depuis le début de la crise sanitaire? Est-ce que leurs actions renforcent l'accessibilité des musées à distance? Est-ce qu'ils favorisent le développement des collaborations au niveau national ou international? Comment les réseaux professionnels sont-ils utilisés par les musées pour créer davantage de solidarité, en particulier pendant la pandémie?
Est-ce que ces réseaux développés pendant la pandémie ou les actions développées par les réseaux existants pourront soutenir la solidarité et la coopération entre les musées après la pandémie? Est-ce que le travail à distance, la solidarité et la coopération entre les musées sont des pratiques durables et importantes pour les musées de l'avenir? À quelles conditions les réseaux sociaux sont-ils des outils de la profession? Voilà un certain nombre de questions sur les sujets pour lesquels nous attendons des réponses des intervenants. Bien sûr, on pourra autour de ce débat soulever d'autres problématiques. On vous propose alors avec l'ICOM France cet ordre d'intervention. Notre première intervenante est Emma Nardi, présidente du SAREC, comité permanent de l'ICOM. Emma a servi l'ICOM par plusieurs postes. Emma va nous présenter le programme Solidarité de l'ICOM et des projets retenus par le SAREC. SAREC est le comité permanent de l'ICOM chargé de soutenir les membres et les comités par le biais de subventions. Notre deuxième intervenant, c'est Bruno Macquart. Il est vice-président du réseau européen EXIT, le premier réseau européen des centres et musées de sciences. Et il est également président d'Universcience, l'établissement public qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie depuis 2015. Bruno Macquart va nous présenter le réseau EXIT, et les actions de ce réseau en faveur de la solidarité entre musées depuis la crise sanitaire. Notre troisième intervenant, c'est Sergio Cervellon. Il est vice-président du comité ICOM Belgique en tant que président du comité ICOM Flandre et membre du conseil d'administration de NEMO, le réseau européen pour les organisations muséales. Il est aussi directeur du musée Félix Art et également président de la PASS Foundation, un projet de mécénat. Il va nous présenter le réseau NEMO et ses actions en faveur de la solidarité entre musées depuis le début de la crise sanitaire. Notre quatrième intervenante, c'est Émilie Van Hassenbroek, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous m'excusez. Émilie est directrice déléguée du réseau Frame, une organisation d'échange entre musées de France et Amérique. Elle va nous présenter le programme de subvention d'urgence que Frame a mis en place depuis le printemps 2020. Notre cinquième intervenante est Kirsi Pulkkinen, secrétaire générale de l'URECA, l'association finlandaise des centres scientifiques, et travaille sur un programme d'impact basé sur la capitale scientifique et l'apprentissage tout au long de la vie. Elle va nous présenter aujourd'hui la fondation de l'Association nationale des sciences scientifiques. Et à la fin, nous avons Pierre-Yves Lochon, le directeur associé de Synapse Conseil, une société créée en 2005 après 2 ans passés dans des entreprises audiovisuelles françaises. Il est consultant et expert pour les musées et institutions culturelles en matière d'innovation, notamment numérique. Il va nous présenter les nouvelles priorités d'action du CLIC France à l'attention de sa communauté. Voilà tous nos intervenants. Je rappelle aux intervenants que vous aurez chacun 6 à 7 minutes pour développer vos interventions. Vous le savez déjà. Je vous rappelle aussi de couper vos micros après la fin de votre intervention. Les auditeurs pourront vous poser leurs questions. On les invite à le faire dans le chat en précisant la personne à laquelle la question est adressée. Les questions seront reprises lors de la partie discussion de la séance après les interventions.
C'est très important de poser des questions puisque le but de ces discours est de pouvoir échanger entre nous, d'intervenir spontanément et d'apporter d'autres retours d'expérience. Je vous rappelle, comme Juliette l'a fait tout à l'heure, que les propos sont enregistrés et traduits en direct en anglais et en espagnol, donc vous pouvez choisir votre canal linguistique. En attendant impatiemment d'écouter vos expériences originales, je donne la parole à notre première invitée, Emma Nardi, présidente du SAREC, comité permanent de l'ICOM. Emma, comme professeure des universités, est occupée d'éducation muséale en particulier et de son évaluation. Elle a fondé le Centre di Didattica Museale de 1994. Pour l'ICOM, elle a été présidente du CECA, Comité pour l'éducation et l'action culturelle, de 2010 jusqu'à 2016. Elle a ensuite été élue au conseil d'administration et elle a recouvert le rôle de trésorière jusqu'en 2020 quand elle a démissionné. Elle est maintenant présidente du SAREC, le groupe de travail permanent qui s'occupe des financements des réseaux. Sa présentation sera sur le programme Solidarité de l'ICOM et les projets retenus par le SAREC. Emma, je vous passe la parole. Emma? Emma Nardi? Elle était là tout à l'heure. Emma est là, mais semble avoir un problème de micro. Emma, tu as un problème de micro. Emma, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Emma. Non. Emma, vous entendez Emma? Non. Non. Non, on n'entend pas. On ne t'entend pas, Emma. On ne t'entend pas. Alors peut-être comme le temps est court, Pénélope, on pourrait passer au deuxième prendre tout de suite l'initiative de passer à Bruno Macquart puisqu'il est avec nous et on repassera à Emma juste après. Emma, on ne t'entend pas. Tu entends? Non, j'entends pas, Emma. Donc on passe à Bruno Macquart. On passe à Bruno Macquart avec l'accord d'Emma, le temps de régler les problèmes de son. Oui, d'accord. Bruno Macquart est vice-président de l'EXIT, premier réseau européen des centres et musées de sciences. Il est par ailleurs président d'Universcience, l'établissement public qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie depuis 2015. Il est ingénieur agronome, diplômé de l'Institut national agronomique Paris-Brion, ancien élève de l'École nationale d'administration, inspecteur général des affaires sociales depuis près de 30 ans. Sa carrière se déploie dans deux secteurs de l'action publique, les affaires sociales et la culture. Il a servi à plusieurs postes, comme par exemple de 2001 à 2007, il a été directeur général du Centre Pompidou, responsable du pilotage opérationnel de cet établissement. Il a accompagné à ce titre le déploiement du Centre Pompidou en région, qui s'est traduit par la création du Centre Pompidou Metz et à l'international dans le but de nouer les partenariats stratégiques, notamment en Asie. Il préside parallèlement l'association Intermusée qui gère pour le compte les institutions culturelles de Paris Museum Pass. Voici choisi pour coordonner le projet de Louvre à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis.
Bruno est porté à la tête de l'agence France Museum en 2007, structure qu'il constitue et dirige jusqu'à 2010. Il œuvre avec une équipe de 30 experts de haut niveau au lancement du premier musée universel en terre arabe, en mobilisant l'expertise de compétences des collections des musées français, en étroit partenariat avec les autorités émiraties. Il rejoint fin 2012 le cabinet de la ministre des Affaires sociales en tant que directeur adjoint, avant de rendre la direction du cabinet en novembre 2013. Il occupe cette fonction jusqu'à 2015. Il est officier des arts et lettres et chevalier de la Légion d'honneur. Il est président d'Exit et siège au conseil d'administration de l'Association française des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle. Administrateur du musée des Confluences de Lyon, il est également membre de plusieurs instances du secteur muséal, Conseil d'orientation stratégique de la Réunion, des musées nationaux Grand Palais, Conseil d'orientation du Deutsches Museum de Munich et conseil scientifique de la Cité de l'économie. Il est président de la plateforme des données de santé. Il siège également au conseil d'administration de l'Agence nationale de recherche en qualité de personnalité qualifiée du monde socio-économique. Aujourd'hui, il va nous présenter le réseau Exit et les actions de ce réseau en faveur de la solidarité entre musées depuis le début de la crise sanitaire. Bruno, vous avez la parole. Je vous remercie et je dis bonjour à toutes et à tous où vous soyez. Et merci à Juliette d'avoir pris l'initiative de cette belle réunion. Alors effectivement, je vais, en partant de ce qu'on a vécu ces derniers mois, essayer de vous parler d'Excite. Alors Excite, c'est un réseau qui a été fondé en janvier 1989 à Paris et qui regroupe au niveau européen des centres de sciences, des musées de sciences, des festivals, des organismes de recherche, bref, toute une série d'acteurs engagés dans la communication scientifique. On est aujourd'hui un peu plus de 300, principalement en Europe, mais pas que. Et si je regarde le nombre de membres français, il y a environ un peu plus de 23 membres français, si mes chiffres sont bons. Et nous accueillons chaque année 40 millions de visiteurs, ce qui fait évidemment de nous un acteur important dans le domaine de la culture en général. Alors, je vais développer 3 idées assez brièvement pour laisser de la place au débat. Pour moi, d'abord, les réseaux, ça a été un instrument essentiel pendant la crise pour savoir et puis pour se serrer les coudes. Grâce au réseau, grâce à Excite, eh bien, on a eu une rapidité d'information plus grande que celle de la presse, ou plus grande encore que celle de l'information des autorités publiques, parce que on s'est parlé en temps réel, grâce en particulier à une boucle WhatsApp qu'on avait créée au sein du conseil d'administration d'Excite. Et dans une période où l'incertitude était totale, on ne savait pas ce qui allait arriver, le fait de savoir rapidement ce qui se passait à Londres, à Brême, à Barcelone, en Italie, en Pologne, en Finlande, était pour nous extrêmement précieux parce que ma foi, ça a rompu l'isolement. On se sentait tous seuls et le fait de savoir qu'on avait des amis dans le monde entier, en tout cas en Europe, était essentiel. Donc ça a été un vecteur de circulation de l'information que je n'avais jamais vu et puis aussi d'empathie et de sympathie parce qu'au fur et à mesure que la crise progressait, les pays qui étaient un peu en décalage par rapport aux autres pouvaient anticiper de l'expérience des autres pays, ce qui allait leur arriver. Il y a d'autres sous-groupes du coup aussi qui ont émergé sur les itinérances d'exposition, la préparation des réouvertures, parce que les réseaux se sont révélés, Excite en particulier, une plateforme essentielle, formidable pour travailler ensemble à des solutions. Parce qu'on a tous eu à faire face à des problèmes inédits qui appelaient des solutions inédites. Et les réseaux, ça a été en fait un instrument de cogitation collective incroyable pour aider à réfléchir et puis à échanger les bonnes pratiques.
nous autres musées de sciences et centres de sciences, on était confrontés à un problème absolument redoutable. On est des musées qui se touchent, c'est-à-dire que le visiteur doit toucher nos dispositifs pour interagir de la meilleure manière possible avec nous. Et comment on fait pour être un musée qui se touche en temps de Covid? Croyez-moi, on a eu quelques moments de perplexité, puis tout de suite, on s'est virtuellement mis autour de la table pour réfléchir à des solutions, et on a considérablement gagné en efficacité et en temps, puisque les bonnes idées ont été très, très largement discutées et se sont répandues. Alors, Excite, au printemps de l'année dernière, a organisé 6 séances de webinaires d'1 heure qui étaient thématiques et qui ont au total accueilli plus de 500 personnes de 51 pays différents. On n'avait jamais fait ça avant et je pense que c'est un acquis formidable. Et au moment de la réouverture, on a créé une base de données sur les protocoles de réouverture pour pouvoir les comparer et être plus intelligent dans nos dialogues avec les autorités de tutelle. Alors, la crise, elle a aussi été un facteur de changement des établissements par les réseaux. Les réseaux nous ont en fait aidés à bouger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire que c'est les grands qui ont aidé les petits musées ou est-ce que c'est l'inverse? En tout cas, si je prends le sujet du numérique, où certains établissements étaient plus en avance que d'autres, et ce n'est pas une question de taille, eh bien, le numérique s'est diffusé largement, et je pense que ceux qui avaient un peu de retard ont été grandement aidés par ceux qui étaient un peu en avance. On a tous appris les uns des autres, et puis on a développé l'entraide et le troc. Le prêt de ressources s'est considérablement développé, on a diffusé des contenus libres de droit. Vive la copie, on va dire, c'était un peu une période où on s'est tous prêté des choses, donné la main et entraider. Alors, on n'a pas été jusqu'à se comporter comme, on pourrait dire, une branche au sens du Code du travail français, où on a, par exemple, décidé ensemble de règles communes. On a été plusieurs à être confrontés à la difficulté des expositions louées, à des collègues qui ne pouvaient pas, évidemment, y accueillir du public et qui nous demandaient des ristournes. Alors, on a tous fait des négociations bilatérales. Peut-être que pour le suivant, on pourrait avoir une espèce de code de conduite général. Alors, la crise, grâce au réseau, elle a aussi bouleversé les hiérarchies habituelles en réduisant les distances. Alors, c'est une évidence de le dire, mais en fait, tout le monde est à équidistance de tout le monde. Il n'y a plus de gens qui sont loin des autres. La contrainte physique et financière du déplacement a disparu. Et c'est particulièrement vrai au niveau international, puisqu'on a eu des occasions en septembre, en octobre, en novembre, entre directeurs généraux des organisations membres d'Excite, de participer à des forums exécutifs interréseaux organisés par les 6 réseaux régionaux de sciences. Je n'ai jamais autant parlé à mes collègues du monde entier que pendant cette période. C'est aussi un facteur de changement pour les réseaux eux-mêmes également. Vous savez que nos réseaux, ils ont été changés par le numérique parce que le développement de plateformes qui permettent d'être ensemble, pas simplement Zoom, il y a des choses plus, j'allais dire, assez différentes de Zoom qui se sont développées. Les réseaux, traditionnellement, ils vivent et ils se financent largement par leurs congrès annuels physiques. On n'a pas pu les organiser, donc il a fallu trouver des solutions. Et donc, on a inventé des moyens de se numériser intelligemment. Et les formats ont logiquement évolué. Parce que quand les outils bougent, les formats bougent. Ce qui fait qu'on a eu, en gros, plus de réunions, moins longues. Je prends l'exemple de la conférence annuelle d'Excite, qui était totalement numérisée, pensée très différemment. Je vais également citer les workrooms mensuels thématiques qui fonctionnent très bien, et puis les coffee and chat qui sont des drop-ins sans sujet prédéterminé sur une plateforme géniale qui s'appelle wonder.me. Vous êtes comme dans un café virtuel et puis vous discutez avec les gens qui sont là. C'est une façon, je trouve, extrêmement judicieuse de réinventer la façon de faire réseau. Ces outils ont permis, ce n'était pas gagné par avance, de conserver la convivialité des réseaux et on cherche tous des solutions pour que ce soit aussi un moyen de partager de la joie. Voilà, je ne vais pas être plus long. En conclusion, je dirais que ces réseaux interétablissements, ils ont aussi donné des idées aux établissements pour créer des réseaux à l'intérieur de leur propre mur, si je puis dire, pour faire des réseaux intra-établissements. Et puis, sans doute une touche plus personnelle pour dire que ça a été, au niveau d'Excite, une façon de faire vivre l'Europe de manière extrêmement précieuse. Et j'ai souvent dit pendant cette année-là que Excite avait été un trésor. Et je pense que si Excite n'avait pas été là, nous aurions été très différents et nous serions aujourd'hui dans une situation différente.
Merci. Merci Bruno pour partager avec nous votre expérience. Et je garde la dernière phrase que vous avez dit. Maintenant, on passe à Emma Nardi. J'espère que vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, oh, bonjour. Quel soulagement! Enfin. Enfin, merci beaucoup. Excusez-moi de cet inconvénient, mais je remercie beaucoup Pénélope pour sa patience et sa présence d'esprit. Et je remercie Juliette qui m'a donné cette opportunité de participer à votre réunion. Alors, je dois dire que je voudrais remonter à la conférence générale d'ICOM Kyoto quand j'ai présenté le bilan avec un bénéfice pour l'ICOM de 500 000 €. Alors moi, je m'attendais à des questions et c'est justement la présidente d'ICOM France qui a posé la question et a dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ?» Et moi, j'ai répondu, on va utiliser une partie de cet argent pour promouvoir de gros projets entre les comités nationaux et internationaux. Et c'était un engagement vis-à-vis de toute l'Assemblée et donc on a développé cette idée par la suite. Et l'idée a été attribuée au SAREC, qui est le Standing Committee for the Allocation of Resources, ce qui veut dire que tout l'argent qui sort de l'ICOM vers le réseau passe à travers le SAREC. Le SAREC est donc, a une responsabilité très grande et c'est pour ça que nous sommes 12 personnes et toutes ces 12 personnes évaluent en même temps tous les projets et après on fait une discussion si on voit s'il y a des différences importantes dans l'évaluation parce qu'il faut surtout assurer l'équité dans cette évaluation. Normalement, notre travail, c'est de financer les projets réguliers et le soutien aux comités internationaux et aux alliances régionales, mais les projets du passé, c'était des petits projets. En moyenne, on donnait 4 000 à 5 000 €. Les projets de solidarité ont une différence très grande, c'est qu'on peut attribuer jusqu'à 30 000 € par projet, à condition que ce soit le 90% de la somme demandée, parce qu'on veut quand même que les comités s'engagent à contribuer avec une petite partie du budget. Alors, l'idée de les appeler projets de solidarité est venue en février, bien entendu, parce qu'on a commencé à se rendre compte que tout avait changé, qu'on n'aurait plus pu travailler de la façon traditionnelle. Et donc, il fallait donner aux comités des moyens plus importants pour développer leur activité. C'est très intéressant de voir comment, d'un côté, nous avons retenu de l'argent parce que tous les voyages ont été éliminés, on ne pouvait plus voyager, mais d'autre part, on pouvait engager des sommes pour développer de nouvelles formes d'action. Solidarité vient du latin solidus, donc concret, solide, je dirais lourd. C'est qu'on voulait, avec ce genre de projet, remplir 3 caractéristiques. La première, c'est que justement, on ne voulait plus de petits projets, mais des projets plus importants. On voulait aussi que ces projets impliquent plusieurs réalités géographiques différentes et qu'ils puissent être appliqués dans d'autres situations. Alors, pour vous donner une première idée, le projet auquel nous sommes en train de participer a été présenté par ICOM France et il a été financé parce que justement, il répondait à toutes ces qualités. Il a été présenté par un réseau de comités. Il pouvait s'appliquer dans d'autres situations et il laisse un petit trésor pour l'avenir parce que toutes ces interventions sont enregistrées. On peut les trouver sur YouTube et tout le monde peut s'en servir pour en profiter directement ou pour les adapter à d'autres situations. Et alors, c'est ça le genre de projet qu'on voulait avoir. Nous avons reçu 24 projets et nous en avons retenu 21.
nous avons exclu 3 projets pour des raisons formelles ou parce qu'ils ne rentraient pas dans les questions qui avaient été précisées dans l'appel d'offres. Et nous en avons financé 17. Nous n'avons pas utilisé toute la somme qui avait été consacrée à cette activité, qui était de 208 000 €. Donc, nous avons maintenant un deuxième appel d'offres qui va finir le 30 avril et nous pouvons ainsi financer quelques autres projets. Moi, je voudrais parler des problèmes que nous avons trouvés devant nous. Alors, d'un côté, il y a le problème de la base informatique des projets. C'est Formstack que nous utilisons et nous l'utilisons depuis 5 ans. Moi, quand j'ai commencé ce travail, nous avions déjà Formstack. Et comme vous savez, les outils électroniques vieillissent très vite. Donc, je pense qu'il faudrait investir, et ça, c'est un problème d'ICOM Paris, dans une base un peu plus moderne et qui nous permette de travailler de façon un peu plus agile. Le deuxième problème que je voudrais soulever, c'est que dans tous ces projets, nous n'avons pas l'Afrique parce que nous n'avons pas reçu des projets que nous puissions financer. Alors, le vrai problème de l'équité, ce n'est pas que nous devons financer des projets qui ne sont pas bons, mais que nous devons aider les milieux où on n'a pas cette culture de projet qui est très européenne à apprendre ce mécanisme. Parce qu'autrement, d'une organisation qui est déjà très eurocentrique, nous risquons d'aggraver le problème au lieu de le soulager. Et enfin, je voudrais dire la communication. Peut-être il faudrait améliorer la communication des appels d'offres. Alors, je voudrais citer une idée qu'a eue ICOM Brasil. Ils m'ont demandé d'enregistrer une petite vidéo où j'énonçais les principes fondamentaux des projets de solidarité. Je pense que nous travaillons comme ça en direct. Il faudrait utiliser ces instruments aussi pour une meilleure communication. Nous avons remarqué que quand les appels d'offres sont très longs, très nuancés, les gens qui ont beaucoup de choses à faire, ils ne se mettent pas à plein temps sur les activités de l'ICOM parce qu'ils ont aussi leur travail, tendent à ne pas tout lire. Donc, il faudrait rendre la communication aussi plus agile. Encore, par rapport à cette méthode de travail, nous aussi, comme le disait le collègue avant, nous sommes passés de la réunion à Paris en présence, nous avions toujours 2 jours de réunion à Paris, à une série de réunions dans ce cadre horaire, parce qu'évidemment, il y a des gens du monde entier, il faut trouver un compromis, mais nombreuses. Donc, ça a été très utile pour mieux mettre à point nos instruments d'évaluation et notre discussion. Enfin, je voudrais dire que pour le futur, je ne sais pas si nous aurons encore la possibilité de lancer des appels d'offres de solidarité. Si c'est une décision que le Conseil exécutif doit prendre, bien entendu, et par rapport au budget des années suivantes. Mais moi, je voudrais dire que la solidarité que jusqu'à présent nous avons utilisée dans les réseaux professionnels, à l'intérieur des musées, j'aimerais beaucoup qu'elle puisse être renversée en dehors par rapport au public. Parce que l'après-Covid va être une période très difficile. Et nous avons dans la population des problèmes économiques énormes. Alors je me demande, d'un côté, les problèmes économiques vont peut-être réduire les produits de consommation. Et ce serait peut-être une façon d'intervenir sur les contenus culturels, je me demande. Donc, ce serait bien si l'année prochaine, on pouvait réfléchir à des projets qui impliquent des publics toujours plus vastes. Merci, je pense avoir terminé mon temps. Merci Emma et merci à l'ICOM de savoir adapter aussi vite à la pandémie. On passe au 3e intervenant, Sergio Cervellon, vice-président du comité ICOM Belgique en tant que président du comité de l'ICOM Flandre
est membre du conseil d'administration de NEMO, le réseau européen pour les organisations muséales. Il est directeur du musée Félix Art, un ensemble patrimonial près de Bruxelles, avec un musée thématique axé sur le mouvement historique d'avant-garde belge entre les deux guerres. Il est également président de la Pace Foundation, un projet de mécénat qui fait partie du fonds du patrimoine de la Fondation du roi Baudouin. Il va nous présenter les informations recueillies par NEMO sur les réouvertures et fermetures des musées dans 31 pays européens. L'aperçu donne des détails sur les réouvertures, la communication politique et sectorielle, ainsi que les mesures d'hygiène. L'aperçu est accompagné d'une déclaration du NEMO appelant à la réouverture des musées et à l'obtention d'un soutien pour rester ouvert. Sergio, vous avez la parole. Okay, hello, can you hear me? Vous m'entendez maintenant? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci de nous avoir invités à cette session. Merci à ICOM France, merci aux autres collègues ICOM. Je fais également partie de la communauté ICOM, mais aujourd'hui je me présente en tant que conseil d'administration du réseau NEMO. Et je voudrais vraiment faire une intervention très rapide, mais je vais présenter quelques slides aussi en pensant qu'il y a quelques collègues non européens qui voudraient peut-être nous connaître en tant qu'organisation. Je vais donc essayer de partager mon écran. J'espère aller très rapidement dans ma présentation. Donc, le réseau NEMO, réseau d'organisations muséales européennes, cherche à rendre central dans la vie européenne les musées et promouvoir la valeur des musées au niveau des décideurs politiques. Nous cherchons également à donner des formations auprès des musées et fournir des informations et des possibilités de réseautage. Comme vous le voyez ici, nous avons un certain nombre de membres qui sont associations muséales nationales et d'organismes similaires dans différents pays. Nous avons des membres dans 40 États membres et nous avons des activités de plaidoyer au niveau du Conseil d'Europe. Nous avons notre siège à Berlin et nous sommes actifs depuis 1992. Grâce à notre association, nous représentons plus de 30 000 musées dans l'Europe. C'est pour cela que nous nous considérons comme la voix des musées en Europe. Nous avons différents groupes de travail. C'est notamment le groupe plaidoyer qui est très actif depuis le début de cette crise sanitaire. L'association NEMO cherche à rassembler des informations sur les fermetures et les réouvertures des musées. Nous avons une base de données qui liste des informations sur les réouvertures, sur les communications sectorales et sur les mesures d'hygiène qui sont mises en place. Nous avons mené 2 enquêtes, une première au mois de mai 2020. Vous voyez un exemple sur cet écran et je peux vous fournir le lien pour avoir accès à toutes ces informations. Nous avons ensuite mené une deuxième enquête au début de l'année 2021 où nous avons cherché non seulement à faire un suivi de cette première enquête, mais nous avons cherché également à aider d'autres associations muséales à mettre en place les meilleures pratiques. Nous avons cherché donc à distiller les leçons à tirer selon différents piliers
d'actions importantes. Une communication qui dit que les musées sont des lieux sécurisés. Nous avons des structures en place pour ouvrir de manière tout à fait hygiénique et sécurisée, en étant même un exemple pour d'autres institutions non essentielles. Et la deuxième partie de notre déclaration disait que nous jouons un rôle important au niveau de la santé mentale et donc que le rôle des musées est à ce titre essentiel. Nous avons également créé une cartographie interactive des fermetures et des réouvertures des musées. C'est quelque chose qui est mis à jour en temps réel sur notre site web qui permet de savoir à quel moment les musées rouvrent, quand est-ce qu'ils sont à nouveau fermés. Et vous pouvez également chercher sur notre site web le détail sur les mesures de sécurité et les principes directeurs, même sur les aspects de communication qui ont été mis en place dans les différents pays. En Belgique, non seulement dans la partie que je représente en Flandre, également il y avait la partie francophone. Dans notre pays, les musées sont ouverts depuis le mois de décembre et cela a été un exemple pour d'autres associations nationales qui leur a permis de plaider au sein de leur système politique et de lever une voix en faveur de la réouverture. En Belgique, en tout cas, nos protocoles sont utilisés comme un exemple pour la réouverture d'autres secteurs d'activité. Cela permet de porter un message qui dit que nous avons beaucoup d'informations à partager. Nous discutons avec beaucoup de réseaux et d'organismes qui font partie de Nemo. Nous utilisons donc les informations, nos propres informations, et nous partageons les informations générées par d'autres. L'ensemble des rapports et nos actions sont présentés sur notre site web. C'est pour cela que je voulais vous montrer toutes ces informations sous forme de présentation. Il est donc évident que jusqu'à la fin de la pandémie, il y a des pertes de revenus très importantes pour les musées, même s'ils sont ouverts avec des restrictions. Le nombre de visiteurs est en baisse de manière significative. Une question est posée concernant la question de savoir si un musée est une entreprise, parce que différentes cultures existent au travers de l'Europe. C'est une question à se poser. On cherche à être proactif en cherchant des nouvelles approches pour connecter à de nouveaux publics et pour donner un accès à nos collections de manière significative. Notre deuxième enquête, par exemple, a eu des réponses de la part de plus de 600 musées avec plus de 19 pays représentés. La majorité des pays représentés étaient européens puisque nous sommes un réseau européen. Et cette étude s'est focalisée sur 3 questions principales: les conséquences des pertes de revenus et d'autres pertes, la plus grande importance de l'offre numérique pour les musées, et puis la gestion de la situation de crise et post-crise. Et cette étude permet donc de dresser une feuille de route afin de développer notre résilience en tant que musée, en tant que secteur, face aux pandémies et aux différentes crises. Donc très rapidement, si je réfléchis au titre de notre débat, les réseaux européens comme outil de solidarité, je dis oui à 100%, notamment en ce qui concerne la solidarité transfrontalière. Pendant cette crise sanitaire et grâce à nos actions, les membres nous sollicitent plus que jamais. Et nous voyons
la manière dont notre site web est utilisé et sollicité. Et nous avons l'impression que nos activités de plaidoyer et de partage d'informations qui ont été menées par les réseaux Nemo rendent plus naturel pour ses membres et pour d'autres acteurs de nous contacter, de rechercher auprès de nous des informations. Je pense qu'il est assez naturel de contacter un réseau existant plutôt que de créer un nouveau réseau. Donc ce que j'essaie de présenter sur cette dernière diapositive, c'est un dernier exemple de nos activités qui n'est pas lié à la situation sanitaire, mais plutôt à la situation post-Covid. Nous cherchons à partager des informations sur la coopération transfrontalière et les financements européens. C'est un autre exemple de notre activité de réseau qui permet de créer la solidarité. C'est un rapport qui a été publié hier seulement. Je vous incite donc très fortement à aller consulter cette boîte d'outils. Le document contient le résultat de notre groupe de travail plaidoyer et c'est un travail de suivi sur la destination des différents financements européens. Les musées sont souvent décrits dans les appels à propositions, mais il a été difficile jusqu'ici de vraiment tirer profit de ces différents financements européens. On pourrait dire que les associations de musées sont également des réseaux sociaux. Ici, dans l'exemple que je vous donne, c'est l'espace Désolée de vous membre. interrompre, mais vous avez dépassé le temps et il faut conclure votre intervention. De toute façon, c'était ma dernière diapositive, donc c'est terminé. Merci beaucoup, Sergio. On reviendra tout à l'heure et on passe à la 4e intervenante, Émilie Van Hassenbroek. Elle est directrice déléguée du réseau Frame pour la France, diplômée en lettres modernes à Lille 3. Elle a étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre et à Paris, à Panthéon-Sorbonne. Elle a été chargée de mission au Musée national Jean-Jacques Henner et elle a travaillé au département des expositions de la RMNGP avant de rejoindre Frame en septembre 2009. Elle va nous présenter le programme de subvention d'urgence de Frame que Frame a mis en place au printemps 2020 afin de maintenir le dialogue transatlantique bien vivant pendant le confinement et de renforcer l'accessibilité des musées à distance, c'est dans un pur esprit de solidarité. Émilie, à vous la parole. Vous êtes là, Émilie? Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup à l'ICOM, particulièrement Juliette Raoul-Duval, Claude Maurice, Estelle Guildébut de leur invitation. Je voudrais également remercier les interprètes qui nous permettent de nous exprimer dans notre langue maternelle, ce qui nous simplifie grandement la tâche. On ne les remercie pas suffisamment et j'essaierai donc d'être un peu lente dans mes propos pour leur permettre de traduire et de leur simplifier à mon tour la tâche. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, je voudrais, si vous me le permettez, rappeler brièvement ce qu'est le réseau Frame pour ceux d'entre nous présents aujourd'hui et qui n'en ont pas entendu parler. Alors, le réseau Frame signifie French American Museum Exchange. C'est une organisation de droit américain à but non lucratif qui, pour les Français, on pourrait dire, ressemble dans ses statuts à une association de loi 1901 dite d'intérêt général. Le réseau Frame est membre d'ICOM USA. Cette organisation a été fondée en 1999 au sein de l'ambassade des États-Unis avec l'appui du ministère de la Culture à travers la direction des musées de France. C'est donc une organisation bilatérale. Et donc, vous l'aurez compris, la particularité de ce réseau, c'est qu'il n'a pas été conçu par des musées au départ, mais pour des musées et dans un esprit de diplomatie culturelle entre deux pays.
Donc, ceci explique l'envergure internationale de nos échanges, de nos programmes dès l'origine. Et quoique étant une organisation privée, l'autre particularité de ce réseau qui est indépendant, c'est que son bureau français est hébergé au sein du service des musées de France, directement placé sous l'autorité de la chef du service des musées de France, Anne-Solène Roland, qui en est la coprésidente S-Fonction pour la France. Donc, Frame jouit d'une situation assez exceptionnelle sur le territoire français, quoiqu'étant une organisation de droit américain. Nous sommes une plateforme d'échange entre une trentaine de musées qui sont des musées de collectivités territoriales pour les membres français et des musées qu'on qualifierait de privés plutôt pour les membres américains. On compte aujourd'hui, je vais dire à la louche, à peu près 400 membres. Notre réseau est ouvert aux échanges entre des directeurs de musées, des conservateurs et des médiateurs aux valeurs partagées et dont les programmes et les discussions se basent sur les collections complémentaires conservées dans ce réseau. Donc, quelle est notre principale mission? C'est de favoriser la coopération culturelle à travers des expositions, des programmes de médiation culturelle, des échanges intellectuels, des échanges de bonnes pratiques et aussi plus récemment, du fait de la pandémie justement, la mise en place de programmes virtuels entre les musées membres du réseau Frame. Alors, quels sont les mouvements de solidarité dans le réseau? Comment la solidarité se manifeste-t-elle au sein du réseau Frame? Je dirais selon deux grands axes principaux. Le premier d'entre eux, le grand élan de solidarité, c'est le don d'expertise et de conseils entre membres qui se fait selon un principe de non-concurrence entre les musées qui œuvrent dans des domaines parallèles, mais sur des territoires très éloignés des uns des autres. On pourra rentrer dans le détail dans la série de questions-réponses, mais je voudrais vraiment vous présenter les actions que nous avons mises en place au printemps dernier, donc je passe un peu vite là-dessus, pardonnez-moi. Et le second principe fondamental, j'ai envie de dire, c'est le rôle qu'exerce, le rôle que joue Frame directement pour permettre à cette solidarité de jouer à fond. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels du Frame, nous avons aussi besoin d'être à l'écoute, évidemment, du terrain pour mieux identifier les besoins de nos membres afin de pouvoir mettre en œuvre des actions qui les servent, les accompagner, les coordonner à leur côté, les conseiller sans imposer de surcharge de travail ou de programmes qui ne répondraient pas à leurs propres attentes sur le terrain. Donc voilà un peu les deux grands axes qui permettent à la solidarité de réussir finalement au sein de notre réseau, et je pense que c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans d'autres types de réseaux. Alors, comment concrètement s'est passé, qu'est-ce que nous avons concrètement mis en place dans le cadre du réseau Frame au moment de la crise du Covid-19, lorsqu'elle a surgi en 2020. Je voudrais replacer peut-être le programme de subvention dont je vais vous parler dans un instant dans un contexte plus large qui présente les différentes actions que nous avons mises en œuvre au moment du premier confinement. Tout d'abord, il nous a fallu, conformément à ce que je viens de vous expliquer, définir les besoins de nos membres. Nous le savons tous, le musée, c'est la rencontre entre des collections et des publics qui se font vivre mutuellement, d'une certaine manière, par le regard, l'interprétation que les visiteurs en donnent, et ce que les œuvres véhiculent comme contenu et comment celles-ci peuvent enrichir nos vies. Et donc, il nous a fallu évidemment répondre à ce que les musées souhaitaient mettre en avant, c'est-à-dire des programmes qui permettent de continuer à mobiliser leur public, accroître leur accessibilité à distance, en mettant en place des programmes en ligne qui soient inventifs pour enrichir une offre qui pouvait être déjà présente, mais demeurer attractive et proposer une nouvelle forme d'interactivité entre leur collection et leur public face à une situation inédite. Donc, à partir de ces principes généraux, nous avons mis en place des actions concrètes qui cadraient avec l'ADN de Frame, c'est-à-dire des actions qui nous permettaient de poursuivre notre mission transatlantique. Pour cela, nous avons visé 3 objectifs qui découlent des uns des autres, finalement. Il s'agissait tout d'abord de prolonger l'esprit d'entraide qui caractérise le réseau de manière générale,
de maintenir la dynamique coopérative, le dialogue entre membres, puisque la priorité d'un réseau, c'est de connecter ses membres entre eux. Et enfin, le troisième objectif était de renforcer l'accessibilité et le rayonnement des collections complémentaires de ce réseau à l'échelle locale et internationale. Alors, ces trois objectifs ont été poursuivis à travers deux actions principales. La première, c'est que nous avons mis en place une campagne de communication accrue en interne, puisque le confinement en France a été décrété le 13 mars 2020 et aux États-Unis, il a été généralisé à peu près une semaine après. Et tout de suite, on a mis en place une série de newsletters hebdomadaires intitulées « Les musées Frame, le Covid-19 et la mise en quarantaine, comment rester inventif et accessible en pleine pandémie ». Là, en fait, je rebondis un peu sur ce que disait Bruno Macquart tout à l'heure, c'est-à-dire que Frame a été vecteur de circulation d'une information en permettant d'identifier les bonnes pratiques dans les musées du réseau que nous apportions finalement directement à nos membres dans leur boîte mail sans qu'ils aient à les rechercher pour s'en servir comme des sources inépuisables afin d'adapter leur propre programme dans cette situation inédite. Et on s'est très vite rendu compte qu'en plus de ce que nous faisions, les musées entre eux-mêmes ont créé des micro-groupes de réflexion, de brainstorming sur des bonnes pratiques à mettre en place, aussi bien pendant le confinement qu'au moment de la réouverture des musées, à savoir qu'est-ce que l'on peut organiser pour quelles actions sont à mettre en place afin de rouvrir, d'accueillir les publics selon quelle jauge, etc. Donc ça a été une initiative assez importante initiée par le réseau Frame. On pourra y revenir tout à l'heure. Deuxième action, c'est ce fameux programme de subvention d'urgence dû à la crise sanitaire. Le conseil d'administration a décidé très vite de créer un fonds d'urgence pour réagir rapidement à la situation en octroyant des subventions aux musées membres voulant optimiser leur offre au musée, sur Internet, afin de poursuivre leur programmation culturelle et rester accessible tout en développant leur public. Nous avons donc créé un comité de soutien d'urgence qui avait pour ambition d'évaluer la pertinence des propositions et distribuer les fonds. Ce comité comprenait des représentants de musées du réseau, des trustees également qui font partie de notre conseil d'administration. Et tout ça a été mis en place dans des délais très courts, entre le 3 et le 13 avril. Nous avons constitué le comité, nous avons élaboré des directives, lancé des appels à candidature. Et dès le 24 avril, nous avons été à même d'annoncer les lauréats. Nous avons soutenu 8 projets qui ont impliqué 17 institutions du réseau Frame, directement ou indirectement, ce qui prouve d'une certaine manière le véritable élan collaboratif qui existait déjà évidemment avant la pandémie. Sans ça, ça aurait été très très difficile, je pense, d'organiser les choses dans des délais si courts. Nous n'avons rejeté qu'une seule candidature parce qu'elle ne répondait pas à la mission transatlantique de Frame. Le but pour nous, c'était véritablement d'aider les musées à mettre en place de nouveaux programmes en ligne, mais qui puissent aussi valoriser les collections du réseau Frame, montrer quelle correspondance pouvait exister entre elles. Et nous avons donc distribué les fonds le 30 avril pour une mise en ligne des programmes au 15 mai. J'ai envie de dire une première mise en ligne, et puis chacun des programmes s'est affiné par la suite, puisque dans des délais si courts, il était évidemment compliqué de mener des programmes jusqu'à leur terme. Donc pour nous, ça a été très nouveau de pouvoir promouvoir ce type de programme virtuel d'un nouveau genre. Et pour les musées aussi, à l'intérieur du réseau Frame, j'ai envie de dire, puisqu'il ne s'agissait pas uniquement de parler de leur collection, mais aussi de maintenir finalement une coopération dans le cadre d'expositions virtuelles. Par exemple, on a pu organiser une exposition qui s'appelle Port d'exil, port d'attache, et qui porte sur les destinées juives pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf, au Musée des Beaux-Arts de Montréal et au Musée de l'Holocauste à Montréal et au Musée de Marseille, Mémorial des déportations, de mettre en avant des documents inédits, les numériser, de faire intervenir aussi des speakers qui ont pu donner des témoignages vidéo et d'enrichir finalement ces collections, de les croiser, de les mettre en parallèle, alors qu'il n'y avait finalement pas d'autre opportunité de le faire en présentiel parce que ces documents ne permettent pas d'exposition de grande envergure. En revanche, sur Internet… Je suis désolée de vous interrompre, mais vous avez dépassé le temps. J'ai terminé, c'était justement pour donner un exemple de type d'initiative d'un nouveau genre qui nous a permis de nous redéfinir également, et j'aurai plaisir à répondre aux questions par la suite. Merci beaucoup.
Merci, Émilie. Et maintenant, on passe au 5e intervenante, Kirsi Pulkkinen, secrétaire générale de l'URECA, l'association finlandaise des centres scientifiques, et elle travaille sur le programme de l'association sur l'impact basé sur la capitale scientifique et l'apprentissage tout au long de la vie. Elle a été occupée à divers postes, instructeur universitaire, chercheur à l'université de Tampere, conseillère scientifique à l'Académie de Finlande, chercheur à l'université de Laponi, évaluateur externe et chercheur à l'université d'Helsinki et beaucoup d'autres. Elle va nous présenter la fondation de l'Association nationale des sciences scientifiques en mettant l'accent sur le renforcement de leurs impacts sociétals dans l'effort conjoint et sur la manière dont cette association fournit un canal de partage et de développement des meilleures pratiques dans le domaine. Elle parlera également de la façon dont la coopération et l'apprentissage mutuel sont au centre de notre travail au sein de l'association et comment l'association a fourni un débouché professionnel pour gérer le travail dans le cadre de la pandémie de Covid. Kirsi, la parole est à vous. Thank you very much, Penelope, for the kind introduction and for the possibility to come and speak to you all today. Merci Penelope pour cette introduction, merci pour cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais vous montrer une cartographie. Je viens de l'association des centres scientifiques finlandaises. C'est un nouveau réseau qui a été créé en pleine crise sanitaire au printemps dernier. Nous avons donc 1 an d'existence. Cela a débuté par la mise en place d'un réseau national qui a été fondé en 2019. Aujourd'hui, nous avons 9 membres que vous voyez sur la carte que je vous montre. Nous n'avons pas la partie centrale du pays, mais nous représentons différentes régions et différents types de centres scientifiques et de musées. Le sud de la capitale, nous avons également des musées à l'est et au nord. Donc nous sommes très heureux d'avoir cette couverture assez large, à la fois en termes de connaissance et de compréhension de ce que cela veut dire d'être un centre scientifique. Comme l'a dit Penelope, je vais présenter rapidement l'association. Ensuite, je vais parler du cadre que nous utilisons, le cadre de capital scientifique et ce que cela représente comme changement de paradigme pour les centres scientifiques et les musées. Et ensuite, je vais parler de notre utilisation de la co-création comme outil et comme modèle à la fois pour créer des choses nouvelles et pour collaborer afin de soutenir le développement professionnel de chacune de ces organisations. Comme je l'ai dit, nous sommes une association encore très jeune. Notre vision consiste à inspirer un groupe plus large de personnes et de communautés afin qu'ils s'approchent des sciences et des technologies. Il est important dans ce contexte de se rappeler que dans le cadre finlandais, les sciences parlent de l'ensemble des disciplines, non seulement des sciences naturelles, les mathématiques et l'ingénierie, mais le mot parle également des arts et des lettres. Nous parlons donc de toutes les disciplines.
À côté de cela, nous travaillons à ouvrir l'accès aux connaissances développées par les recherches et nous cherchons à créer des passerelles entre différents types de partenaires, à la fois à l'intérieur de notre réseau, mais également avec les différents types de partenaires et de collaborateurs que nous avons sur le sol finlandais et à l'international. Nous cherchons à promouvoir l'interaction entre ces différents types de partenaires. Comme cela a déjà été dit en introduction, notre focus consiste à créer un impact plus fort sur la société grâce à ces différents efforts collaboratifs que nous pouvons élaborer entre nous. Pour ce faire, nous avons une division des tâches nous permettant de tirer bénéfice des différentes compétences et des forces des différents centres. Il y a des domaines de recherche différents dans les sciences, mais il y a des connaissances sur la manière de travailler avec différents publics et différents partenaires. Nous savons qu'au sein de notre réseau, chacun de nous n'a pas toutes les compétences nécessaires, mais nous avons besoin d'un mix de talents et de compétences et nous avons besoin de savoir comment utiliser ces différents talents ensemble. Nous cherchons également à tirer profit des différents réseaux nationaux. Il y a des réseaux locaux et régionaux, mais il y a également des réseaux internationaux très larges dont nous faisons partie. Le capital scientifique est un concept que certains connaissent peut-être mieux que d'autres. Nous parlons de cet aspect pour représenter la somme de toutes les connaissances, les attitudes, les compétences et les ressources en lien avec les sciences et les technologies sur l'ensemble de la vie d'un individu en partant des années de l'enfance de la personne jusqu'aux années de son âge plus avancé. Nous parlons non seulement des contextes d'éducation plus formels, les écoles, les universités, etc., mais nous parlons également des temps libres, des loisirs, la manière dont nous développons les connaissances et la compréhension même au travers de notre travail. Nous parlons donc d'un concept qui nous permet de nous focaliser sur la valeur ajoutée de la science pour la société et les différents rôles que nous pouvons jouer au sein de la société. J'ai dit que nous parlons d'un changement de perspective et cette notion de capital scientifique permet une plateforme pour faciliter ce changement de paradigme. Nous utilisons ce concept de capital scientifique pour nous placer devant une glace, pour ainsi dire, et partir d'une approche plus traditionnelle où les centres scientifiques et les experts sont au centre, avec une approche un peu de haut en bas, une approche descendante, et nous voulons plutôt évoluer vers une approche qui part de la connaissance que nous voulons transmettre à notre public. Nous avons besoin de raconter des histoires et de guider nos publics afin qu'ils puissent comprendre les différents types de sens. Avec l'approche de capital scientifique, nous pensons aux différents types de publics et notamment aux publics qui sont mal desservis. Ça peut être des minorités ethniques, ça peut être des minorités avec des classes qui sont plus défavorisées ou des couches de la population qui sont moins instruits, qui ont peur d'entrer dans un centre scientifique ou qui ne s'y intéressent pas. Avec cette approche par le capital scientifique, nous cherchons à parler des questions du point de vue de ce qui intéresse les publics, et notamment ces publics marginalisés,
plutôt que de prendre une approche de haut en bas, nous partons plutôt du bas pour aller vers le haut et redescendre vers le bas avec une forme de cycle. Cela nécessite une augmentation de la participation et de la co-création avec nos publics, mais au sein de notre réseau, cela veut dire que la co-création existe entre nos membres et entre les différentes communautés de création que nous rassemblons. Du point de vue des publics, cela veut dire les placer, les impliquer en tant qu'acteurs, en tant que participants actifs plutôt que des objets. Et la question d'égalité ou d'équité est très importante parce que nous parlons de publics qui n'ont pas autant l'accès aux centres scientifiques et aux musées afin de trouver des questions qui leur font sens afin qu'ils puissent découvrir la joie de la découverte et peut-être même être inspirés pour faire d'autres choix de carrière ou de métier ou même d'autres choix de loisirs. Donc d'un point de vue d'égalité, cela veut dire qu'en tant que réseau professionnel, nous cherchons à identifier les différents obstacles qui s'opposent au public, qui stressent au public et en partenariat avec ces nouveaux publics, nous cherchons à trouver des manières d'impliquer des publics encore plus larges. Comme vous pouvez l'imaginer, cette approche permet de créer une sorte de plateforme et qui nous permet d'être assez créatifs au sein de notre réseau. Je dirais que la solidarité prend des formes différentes. Pendant la période de la crise sanitaire, nous n'avions pas la possibilité de nous rassembler en personne, en présentiel. Nous étions censés mener des sessions de co-création ensemble où nous devions nous rassembler pour développer des visions, pour faire une analyse des parties prenantes, discuter de nos nouveaux modèles pour le réseau. Mais cela n'a pas été possible. Comme tout le monde, nous avons dû passer par des plateformes numériques. Nous avons néanmoins réussi à mener ce travail à bien parce que tout le monde était à la recherche de nouvelles pratiques professionnelles et chacun cherchait à soulager le stress et la pression créée par la pandémie. Encore une minute pour... Just about to finish, thank you. Je vais bientôt terminer. Donc, ce réseau est devenu un lieu où la créativité est permise, un lieu où les différents stress qui sont générés au sein des centres scientifiques des musées tombent. Nous avons su imaginer un lieu qui n'existe pas encore et qui pourrait être créé à l'avenir. Merci beaucoup et je me réjouis de pouvoir en discuter plus longuement avec vous. Merci Kirsi. Je donne maintenant la parole au dernier intervenant. C'est Pierre-Yves Lechon. Il est directeur associé de Synapse Conseil, société créée en 2005. Après 12 ans passés dans des entreprises audiovisuelles françaises. Il est consultant expert pour les musées et institutions culturelles en matière d'innovation, notamment numérique. Il est également le fondateur et administrateur du Clic France. Créé en 2008, le Club Innovation et Culture est une plateforme de veille, de formation et de mutualisation associant plus de 160 institutions culturelles, collectivités territoriales et entreprises engagées dans le déploiement d'outils numériques et les pratiques innovantes. Il va nous présenter les nouvelles priorités d'action du Clic France à l'attention de la communauté. Pierre-Yves, vous avez la parole.
Merci Pénélope. Et merci à l'ICOM et à sa présidente Juliette de m'avoir invité à participer à ce webinaire sur le thème des communautés et de la solidarité. Alors, je vais dire quelques mots sur le CLIC, mais plus pour nos amis étrangers qui ne connaîtraient pas encore le CLIC. Depuis sa création en octobre 2018, le CLIC France, donc qui signifie le Club Innovation et Culture, s'est développé autour de 3 fonctions et services apportés à ses membres. Comme vous le disiez, Pénélope, la veille sur l'innovation patrimoniale en France et dans le monde, notamment par son site internet. Le partage des bonnes expériences par le biais d'ateliers, de rencontres, de conférences, de webinaires et de visites réelles quand on peut le faire. Et la mutualisation et le développement de projets collectifs innovants impliquant plusieurs de ses membres, qu'ils soient institutions ou entreprises. Et donc, en près de 13 ans, parce qu'on existe depuis près de 13 ans, le CLIC France est devenu une communauté à la fois forte et active. Donc, le CLIC est composé aujourd'hui de plus de 140 institutions membres qui collectivement gèrent plus de 700 lieux culturels, que ce soit culture historique, culture scientifique ou culture artistique. La particularité du CLIC, c'est aussi d'accueillir des entreprises membres. Donc, il y a une trentaine d'entreprises qui sont membres du CLIC. Et donc, au total, cette communauté, c'est plus de 2600 professionnels français et francophones. Nous avons plus de 30 000 abonnés cumulés à nos comptes Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Depuis le lancement du site internet, nous avons publié plus de 3000 articles sur le site web qui est fréquenté chaque mois par plus de 12 000 visiteurs uniques. Nous avons organisé 150 événements depuis notre création, dont 6 webinaires durant l'année 2020 qui ont accueilli plus de 500 professionnels, et nous avons initié une dizaine de projets collectifs. Alors, un peu comme les musées, en 2020, c'est preuve de la demande de notre communauté d'accéder à de l'information et de la partager. L'audience du site web et le nombre d'abonnés à nos réseaux sociaux a augmenté de 20%. Alors, pour répondre à la question que vous posiez, Pénélope, c'est-à-dire comment on fait évoluer nos missions et nos actions à destination de notre communauté, ce que je voulais dire, c'est que l'année 2020, avec ces périodes successives de confinement, de reconfinement, de télétravail, de retour à la vie réelle, nous conduit aujourd'hui à faire progressivement évoluer nos actions à l'égard de notre communauté. Et bien sûr, on le fait pour répondre à l'évolution des besoins de nos membres. Alors, la première action, c'est de recentrer nos actions sur la communauté du CLIC France. C'est-à-dire d'essayer de proposer des contenus et des activités plus variés et peut-être en plus grand nombre à nos membres. Donc, c'est comme ça, par exemple, qu'en avril et mai, on invite nos membres chaque semaine à une visite numérique guidée dans différents lieux culturels français, mais pour permettre à nos membres de tester différents outils technologiques. Donc, c'est à la fois des visites, mais c'est aussi des exercices de tests et de démos pour permettre à nos membres d'appréhender et de mieux comprendre l'évolution des technologies. Et nous leur réservons également à nos membres un webinaire thématique mensuel. Le deuxième axe, c'est d'élargir cette communauté et notamment de l'élargir au monde francophone. Comme quand nous avons organisé les webinaires en 2020, nous avons ressenti une forte demande de nos amis francophones, des musées francophones, de partager avec les musées français. Et dans le sens inverse, une forte demande aussi des musées français pour partager avec leurs collègues francophones. Et donc, le développement de la francophonie est très important pour nous. Et nous venons d'accueillir, par exemple, au sein du CLIC France, l'Association des musées belges de Wallonie,
et son réseau de 178 membres. Et à la fin du mois de mai, le CLIC France organisera avec des partenaires québécois, suisses, belges et monégasques ses premières rencontres francophones innovation et patrimoine en formation webinaire. Et l'objectif de ces 3 demi-journées sera d'essayer de tirer collectivement les leçons de la crise du Covid en matière de contenu, d'expérience visiteur, d'interaction avec les publics, mais également d'organisation, de métier et de coopération. En 2020, pour accompagner aussi cette période si extraordinaire de confinement, de fermeture des musées, le CLIC a initié des projets collectifs qui ont rencontré un vrai succès. On a organisé un tour de France vidéo des lieux culturels confinés qui a touché plus de 2 millions d'abonnés Facebook. On a coproduit une visite virtuelle associant 160 collections françaises qui a dépassé les 500 000 visiteurs uniques. On a également lancé un concours Art en quarantaine, une série podcast. Et fort de ce succès de ces opérations communes, nous travaillons actuellement sur plusieurs projets collectifs autour de l'open content et des visites virtuelles pour répondre à cette demande forte de nos membres de travailler ensemble sur des projets concrets. Et enfin, nous allons essayer de répondre à un besoin croissant de nos membres de se former et de former leurs équipes. Au-delà du partage d'expériences que nous faisons actuellement avec nos webinaires ou nos contenus du site, le CLIC va proposer à partir de mai et juin des formations pratiques en petits groupes en partenariat avec des entreprises membres pour accompagner les nouveaux métiers ou les nouvelles organisations que les musées ont dû mettre en place pendant le confinement et pour accompagner la montée en compétences ou l'évolution des compétences de nos institutions membres. Et pour les mois à venir, je vais finir par cette conclusion, nous préparons évidemment un peu comme les musées une transition en douceur avec une approche hybride, comme on dit digitale dans le monde du commerce, en essayant de combiner évidemment les webinaires comme aujourd'hui. On n'a pas trop de choix aujourd'hui que de poursuivre ces webinaires, mais nous l'espérons aussi de pouvoir relancer le plus vite possible des événements réels, parce que qui dit communauté dit interaction, et pas seulement des interactions virtuelles ou numériques, mais les interactions physiques. Donc nous espérons et nous attendons avec impatience le retour des interactions physiques et de nous retrouver, de nous toucher à nouveau. Merci Pierre-Yves, merci à tous les intervenants du jour pour leur témoignage. On a entendu parler de beaucoup de réseaux, le Nemo, le Lexit et tous les autres, mais on n'a pas entendu parler de l'ICOM. Comment l'ICOM a pu... Qu'est-ce qu'il a fait l'ICOM envers la pandémie? L'ICOM est notre réseau, le réseau des musées. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la pandémie? Est-ce que Emma Nardi ou quelqu'un d'autre pourrait répondre à cette question? Emma, vous êtes là? Si vous voulez, je peux prendre la parole. Oui, vous étiez la prochaine personne à qui j'allais demander de le faire. Oui. Non, Emma a déjà présenté les projets de solidarité, le schéma de subvention alloué par SAREC au comité, comme l'ICOM France, d'autres comités. L'ICOM avait déjà, immédiatement après le début de la pandémie, des restrictions, publié des recommandations et des manuels concernant la sécurité, concernant la communication, surtout la communication digitale, concernant les réouvertures, puis développer toute une série de webinaires, plutôt avec un focus stratégique pour développer des stratégies futures pendant et après la pandémie. Trouver des publics, trouver des moyens financiers aussi, des sources revenus. Et plus spécialement, nous avons aussi, et peut-être là c'est plutôt le sujet de ce webinaire-ci, nous avons aussi organisé cinq projets en Afrique, justement pour soutenir des musées en Afrique, dans les zones de conflit,
pour former le personnel, développer des inventaires, sécuriser des collections, des formations qui ont eu lieu les derniers mois en Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi lancé jusqu'à maintenant 2 sondages. Le 3e sondage est en cours pour avoir une idée. Nemo a en parallèle organisé 2 sondages en Europe et l'ICOM a au niveau global organisé des sondages pour avoir une idée de la situation des musées. Et vous avez peut-être vu les résultats. Déjà, l'année dernière, la plupart des musées étaient fermés au printemps, 95%, puis rouverts, puis refermés. Mais les impacts à moyen et long terme sont encore plus graves parce que même si les musées sont innovateurs, développent des activités, surtout dans les réseaux sociaux, c'est clairement une réorganisation, qu'est-ce qu'on dit en français? Downsizing en anglais. Une réduction du secteur, c'est-à-dire 2 tiers des musées s'attendent à ce que les programmes et les expositions se rendent réduites, 6% s'attendent à ce que les musées sont fermés. Ça dépend des régions. On a, dans la région arabe, 22% des musées sont concernants, aux États-Unis aussi. Et vous avez peut-être récemment vu, les musées aux États-Unis commencent à vendre des objets de leur collection pour financer leurs activités, ce qui est en principe inacceptable. Mais là, il faut encore voir comment la situation se développe, comment on peut réagir. C'est juste, ce sont des développements en cours. Merci. Merci beaucoup. Le temps est passé, on est à 30 minutes, 2h30. On va essayer de donner 5 à 10 minutes pour des questions. Et je ne vois pas beaucoup de questions posées sur chat. Il y a une question, est-ce qu'il y a eu ce type de réseau à d'autres niveaux de l'organisation? Par exemple, fonction marketing, conservation, médiation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Peut-être Sergio. Vous êtes là, Sergio? Yes, I am. Could you repeat the question? Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a eu ce type de réseau à d'autres niveaux de l'organisation? Fonction marketing, par exemple, ou conservation, médiation, etc. As far as I know, d'après ce que je sais, je pense qu'il y a un réseau sur la conservation, sur la restauration, qui travaille sur les questions de la pandémie, mais je ne suis pas conscient vraiment de quelles sont leurs actions précises. Donc, je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question. Bruno, peut-être, vous pouvez répondre à ça? Oui, pour dire que Excite a mis en place des sessions de travail dans les workrooms qui étaient ouvertes à tous, pas simplement aux dirigeants, et que nombreux ont été les salariés des différentes maisons qui nous constituent à échanger. Donc, l'échange a été à tous les niveaux et dans tous les domaines, et ça a été un moment de joyeuse émulation collective, au-delà d'ailleurs au-delà des hiérarchies habituelles. Le numérique permet aussi des prises de parole plus simples, directes, que des réunions présentielles où le poids de l'étiquette est encore très fort dans nos institutions.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait répondre à ça? Peut-être qu'on pourrait demander si Pénélope, il y avait d'autres réseaux qui étaient dans la salle avec nous, notamment, mais c'est des réseaux français, c'est pour ça que je les reconnais dans la salle, la FEM. Je ne sais pas si Céline Chanas est toujours avec nous. Est-ce que Céline pourrait dire un petit mot de son réseau ou le réseau plateforme qui était avec nous il y a encore assez peu de temps? Je ne sais pas si vous êtes encore là, on a un petit peu dépassé le créneau horaire. Non, je pense qu'on les a un peu perdus. Moi, j'aurais bien aimé demander à Pierre-Yves s'il est toujours avec nous, à Bruno aussi, aux uns et aux autres. On a assez peu parlé des réseaux sociaux, de l'utilisation qui a été faite des réseaux sociaux pendant cette période du Covid. Est-ce que de la Covid, je crois qu'on dit. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été des outils de solidarité ou tout au contraire des outils de repli sur soi, d'entre-soi? On va laisser Pierre-Yves répondre, c'est lui le spécialiste. Hein. Non, Président, à vous l'honneur. Je n'en fais rien. Alors, ouais, ce que je peux dire, c'est dans ces pour répondre à la question de Juliette, je ne sais pas si ça a été des outils de solidarité, mais des outils de partage, incontestablement. Président Macquart en parlait dans son intervention. Il y avait une telle demande d'information de la part de toutes ces institutions en France et dans le monde, toutes fermées, dans l'obligation de réagir, d'imaginer très vite des solutions pour quelque part pour survivre et pour garder le contact avec leurs visiteurs, hein, que le besoin d'information était vraiment viscéral pour les institutions, que ce soit l'information glanée sur les sites internet des institutions ou des réseaux ou échangée par le biais des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux ont participé à ce besoin d'information, de partage de l'information, de dialogue autour des innovations des uns et des autres. Donc, en ce sens-là, les réseaux sociaux ont évidemment joué un rôle important, mais comme elle le joue de manière régulière, il y a juste eu, je pense, une consommation encore plus grande dans cette période de confinement. J'ajouterais juste qu'on ne dit pas la même chose à la Terre entière et à un groupe de personnes limitées qu'on connaît. Et donc, forcément, les réseaux sociaux s'adressent à tous potentiellement. Donc, les réseaux les ont utilisés, mais pour communiquer, pas forcément pour réunir leurs membres. Je pense que les réseaux fermés tels que les boucles WhatsApp ou Signal ont eu un rôle bien plus important. Je vais reparler de ma petite expérience, hein, mais la boucle WhatsApp qu'on avait constituée, alors certes, c'était que les membres du conseil d'administration d'Excite, mais tous les matins, l'un des membres envoyait une photo de fleurs. Tous les matins, on se disait bonjour, comment vous allez, de l'Europe entière. Et franchement, c'est une des choses qui m'a sans doute le plus ému lors du premier confinement où on était tous inquiets, préoccupés par ce qui allait se passer. Le fait de sentir vos collègues en fait à proximité d'écran était très, très, très utile. Mais ça, ce n'est pas possible sur les réseaux sociaux. C'est possible, encore une fois, sur des réseaux plus restreints, plus fermés, plus professionnels. Plus intimes. Plus intimes. Cherki, tu demandes la parole? Oui. Oui, merci de cette formidable organisation. Concernant le progrès numérique et le développement des réseaux lors de cette période de Covid, je donne juste un dernier statistique qui ont apparu au Maroc il y a 15 jours. Donc, le Maroc, c'est-à-dire toutes les institutions, y compris les musées, on a gagné 5 ans de développement numérique dans cette période de Covid-19. Donc, Covid-19. Donc, ce qui prouve que même dans notre réseau arabe et comme arabe, les conservateurs, les anciens conservateurs qui ne connaissaient que les boîtes email, le Yahoo, le Gmail, etc., maintenant, ils ont
gagné à peu près 2 ans de progrès numérique dans la gestion de leur musée, leur collection et de leur système d'inventaire. Et ça, c'est très important. Vous croyez, Juliette, qu'on a encore du temps pour des questions? Moi, je pense qu'il faut respecter un peu la règle, mais s'il y a encore une ou deux questions, ne vous privez pas de les poser. Je ne vois pas de main se lever non plus dans le… Non, il n'y a pas de main. Voilà, il y a une main qui vient de se lever. Je ne vois pas qui c'est, mais allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Bérangère Thomas. Je voudrais simplement apporter mon témoignage en tant que maison d'écrivain, puisque nous sommes consacrés à voir collectivement, c'est le fait que le public jeune, c'est-à-dire les enfants qui, de l'école primaire à l'université, apprennent à aller au musée, apprennent à visiter, apprennent à aller physiquement dans des lieux. Alors, notre grande crainte, c'est que ce public de jeunesse qui, tout de même, depuis 1 an, n'a pas été confronté au fait de sortir, d'être introduit dans les lieux culturels par l'école, perdent un petit peu l'apprentissage fondamental. Donc, pour notre part, la dématérialisation a eu du bien, mais elle a aussi permis de prendre de très mauvaises habitudes, de ne pas aller physiquement dans des lieux. Et pour les personnes qui ont été éduquées à ça, à mon avis, il n'y a pas de crainte, mais c'est plutôt pour le jeune public qu'il y a des craintes, comme étant le public de demain, ce qui permet de renouveler les générations pour qu'ensuite on ait cette implication culturelle vivante. Voilà. C'est un avis partagé, mais qui tout de même posait souci, parce que moi-même je suis enseignante et la première démarche qu'on fait, c'est d'ouvrir les esprits, c'est d'initier à s'intéresser à tout, aller au musée, aller dans des lieux de patrimoine, et cette habitude-là, il y a tout de même un vide de plus d'1 an là maintenant. Et pour la suite, il faut vraiment que des projets scolaires, des projets éducatifs soient mis en place et qu'à mon avis, il y a un public privilégié, c'est vraiment les 6-26 ans. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que Émilie, qui n'a pas pu terminer son intervention tout à l'heure, voudrait redire un petit mot maintenant? Très rapidement, merci beaucoup. Simplement, effectivement, pour vous signaler, comme je le disais, qu'on a été aussi amené à présenter d'autres types de projets en ligne que Frame n'avait pas l'occasion de mener auparavant avec ses membres, grâce, entre guillemets, à cette crise, d'une certaine manière, puisqu'il a bien fallu, en tant que réseau mettant en œuvre des projets co-construits entre membres, s'adapter à la situation. Donc, outre les expositions virtuelles, on a essayé aussi de mettre en avant des programmes moins scientifiques, plus des programmes de mieux-être qui faisaient aussi référence aux pratiques en matière d'art-thérapie, telles que le Musée des Beaux-Arts de Montréal a plus l'habitude de le faire. En créant des échanges entre les musées de Dallas, de Lille et de Montréal qui ont l'habitude de travailler entre eux sur un protocole d'accueil des publics autistes qu'on va bientôt sortir la semaine prochaine et qui, à ce titre, ont pu travailler ensemble à mettre en une action numérique concrète pour montrer comment, à partir des collections traitant de la nature, comment est-ce que on pouvait justement, tout en étant enfermé chez soi, avoir une expérience sensorielle sur la nature à partir des œuvres d'art croisées du réseau, par exemple, en travaillant avec l'art thérapeute du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ça a été une piste qu'on a pu mettre en avant. Donc, on a vraiment testé différentes choses, de même qu'on a pu créer des séries de podcasts entre professionnels de Cleveland, de Los Angeles, du Petit Palais, et pour justement échanger entre régisseurs du musée, par exemple, sur la période actuelle, comment est-ce qu'ils voyaient leur profession,
et comment il l'envisageait à l'avenir au gré de la réouverture. Évidemment, beaucoup d'inquiétudes sur la manière de convoyer les œuvres, comment faire des constats d'état à distance. Donc tout ça, ça a été aussi une façon d'alimenter des conversations très topical, vraiment d'actualité à distance, mais en même temps d'être constructif et de valoriser l'échange transatlantique et des savoir-faire, toujours valoriser les savoir-faire et les échanges de pratiques. Donc, ce sont des premiers tests, j'ai envie de dire, parce que les réseaux, ce sont aussi ça, finalement. Ce sont des espaces un peu créatifs, expérimentaux, qui viennent un peu à côté de ce que nous faisons toutes et tous dans nos institutions, mais qui nous permettent d'aller plus loin ensemble. Et c'est aussi en cela que ce sont des endroits, des lieux de solidarité où on se sent peut-être plus fort à plusieurs. Je relis le chat. Oui, Emma. Ça va maintenant. Non, je voulais simplement dire que avoir participé à cette session est pour moi très important parce que nous avons compris comment le SAREC a bien choisi en finançant ce projet, parce que c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Donc, merci encore. Ça, c'est gentil, Emma, mais c'est nous qui devons remercier ICOM et remercier le SAREC de nous avoir donné la possibilité non pas de monter des cycles Zoom, on en a tous monté des webinaires, mais là de nous regrouper entre pays différents du nord et du sud de l'Europe, en dehors de l'Europe avec Israël, avec des comités internationaux, et je pense que c'est ça qui fait la richesse des interventions, surtout des thématiques qu'on essaye de choisir. On veut vraiment qu'elles aient un intérêt finalement pour tous les membres de l'ICOM, partout où ils se trouvent dans tous les pays. J'ai été frappée, je me permets de le dire tout à l'heure, Emma, quand tu as dit que les pays d'Afrique n'avaient pas beaucoup répondu, ou pas du tout. Si, il y en a qui ont répondu. Mais j'ai cru à solidarité, pourtant Dieu sait comme ce serait important et intéressant, et j'ai vu dans le chat que ça éveillait pas mal enfin quelques remarques, et en tout cas moi je pense vraiment que nous devons du coup relancer ce processus pour faciliter vraiment la remontée de propositions venant de cette région du monde. C'est essentiel pour l'ICOM, naturellement. Merci de l'avoir dit, en tout cas. Je voudrais aussi conclure en disant que mon idée, ce serait qu'au lieu de lancer un grand projet qui prend beaucoup de temps pour qu'il soit écrit, les comités pourraient nous envoyer une idée de projet sur laquelle le SAREC pourrait concilier plusieurs comités nationaux et internationaux, c'est-à-dire d'échanger un peu avant de présenter le projet complet. Et alors, oui. Il me semble que c'est ce qu'on a fait, mais tu as raison de le signaler. Parce que nous avons eu les projets complets, déjà avec tous les partenaires, tandis que on pouvait avoir des idées de projets sur lesquels faire confluer pays et continents différents, nous pourrions peut-être arriver à un système un peu plus équitable. Bon, voilà, une idée pour le futur. Ben oui, une bonne idée, une très bonne. Pénélope? Merci. J'espère que mon français n'était pas si mauvais. Non, merci. Excellent. À la prochaine. À la prochaine. Alors, la prochaine, justement, merci Pénélope de cette animation très, très efficace. J'avais oublié de vous présenter, donc comme vous ne l'avez pas fait vous-même, je le fais. Vous êtes architecte, ethnologue et responsable du musée de sciences et de technologies de l'université de Patras en Grèce. Donc, je ne l'avais pas fait au début et j'en profite pour le faire. Merci infiniment à tous. Notre prochain Zoom, toujours un mardi, toujours de 13h à 14h30, ce sera le 18 mai, le jour de la journée internationale des musées, et nous aurons de nouveau des présentations très intéressantes sur les expériences réussies et aussi les expériences moins réussies de coopération
entre nous. Je crois, Pénélope, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on peut remercier nos participants. Je vous laisse le faire et en rester là. Bien sûr, on remercie tout le monde. On remercie les participants, les personnes qui ont fait les interventions aujourd'hui, les participants qui sont avec nous à cette heure-ci, et à bientôt.